Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je suis Aurélie-Aline Lagouche, chargée de communication à l'IEDM. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'Institut européen de diététique et de micronutrition, qui sera animé par le docteur Didier Chausse, président de l'IEDM. Je te laisse la parole Didier, je vous souhaite à tous une très bonne formation, à tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IEDM, Aurélia fait partie de cette équipe dynamique, enthousiaste, bienveillante de l'IEDM et qui, tous les jours, nous fait fonctionner cet institut de manière très, très professionnelle. En tout cas, j'en profite pour la remercier avec toute l'équipe de l'IEDM. Et on va bientôt commencer ce webinaire, bien sûr en vous remerciant de venir avec nous partager ces réflexions quelques jours avant le déconfinement, vous savez, le 11 normalement, et après presque mois finalement de cohabitation avec ce Covid-19 qui a été certainement source de véritables drames pour certains, d'angoisse au rythme, comme vous l'avez suivi, entendu, de toutes ces annonces quotidiennes des courbes de mortalité dans le monde et puis en France. Et puis, il faut bien le dire, vous avez pu le remarquer, de traits d'humour, de dérision, et grâce notamment aux réseaux sociaux, aux groupes WhatsApp, sans doute, pour mettre à distance cette inquiétude, cette peur parfois qui existe chez beaucoup d'entre nous. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, nous avons personnellement mis à profit cette période inédite pour travailler d'abord, et merci pour la technologie numérique qui nous est devenue aujourd'hui indispensable, mais aussi pour mettre tous les jours les baskets, peaufiner la meilleure assiette, gérer le mieux le stress, en particulier chez les autres, comme on a l'habitude de le conseiller dans toutes ces conférences grand public auxquelles on participe, qui sont organisées par la Fondation Pilège depuis tant d'années. Et puis, profiter de cet arrêt sur image pour réfléchir un peu, partager nos réflexions, et notamment, comme aujourd'hui, les partager avec vous. Alors, notre propos va s'articuler autour de 4 parties. On va reprendre les grands principes de la micronutrition qu'il convient de remettre au goût du jour, ce que nous apprend l'épidémie du Covid-19. Ensuite, on abordera le plaidoyer pour une approche de soins personnalisée. Et enfin, on vous dira pourquoi et comment, pour les professionnels de santé, se former à l'IEDM. Alors, on va regarder un petit peu les grands principes de la micronutrition. Alors, micronutrition, d'où viens-tu? Ce terme, qui est passé dans le langage usuel maintenant de la nutrition, il est encore insuffisamment compris ou parfois mal interprété. Alors, ce terme, on le doit à l'intuition d'un médecin qui est particulièrement visionnaire, qui s'appelle le docteur Christian Leclerc. Certains d'entre vous certainement le connaissent. Au début des années 90, il y a donc 30 ans maintenant, il va motiver plusieurs de ses confrères, des biologistes, qui sont dotés d'une personnalité plutôt curieuse, à s'intéresser à l'importance de l'écosystème intestinal, à l'assimilation, la biodisponibilité des micronutriments et au rôle du microbiote intestinal et l'intérêt potentiel des probiotiques pour optimiser la santé digestive. C'est le tout début du concept de micronutrition et certainement des gens parmi vous ne connaissent pas l'origine de ce mot puisqu'il a été soigneusement choisi à partir d'un ouvrage qui avait été écrit fin des années 92, début 93 par un professeur montpelliérain qui s'appelle le professeur Pierre Moreau. Et cet ouvrage s'intitulait « La micronutrition clinique en biologie et en pratique clinique ». On a trouvé à cette époque où fleurissaient les termes de naturopathie, de nutrithérapie, de nutrition orthomoléculaire, on a trouvé le terme de micronutrition très élégant et en plus correspondait à l'idée que l'on se faisait de cette discipline médicale intégrant totalement
la nutrition. Alors, Christian Leclerc souhaite une approche scientifique et médicalisée à une nouvelle offre de produits santé qui vont être centrés autour du microbiote, mais destinés au Conseil des professionnels de santé. C'est ainsi qu'il va fonder Pilège la micronutrition et qui rencontre un écho extrêmement favorable, notamment au niveau des médecins, et va devenir, au fil des années, le laboratoire Pilège, ce vaisseau amiral qui va entraîner derrière lui une nouvelle vision de l'alimentation santé, de la complémentation, axée sur le conseil santé. Et le travail des équipes scientifiques de Christian Leclerc, les intuitions puissantes du biologiste André Burkel qui coordonnait ces équipes, avec toute l'équipe des médecins enseignants qui ont contribué à construire le modèle pédagogique, ça va nourrir la matière médicale et scientifique qui vont permettre d'élaborer la pédagogie pour les premières formations en micronutrition. Ces formations, elles vont commencer en 97 et avec les formations de l'IEDM, et elles vont connaître la consécration universitaire avec le premier diplôme universitaire d'alimentation, santé, micronutrition qui va se faire à la faculté de Bourgogne à Dijon en 2001 sous la direction du docteur Olivier Coudron. Puis en 2012, Duché va créer à Poitiers le DU de micronutrition adaptée au sport. Et puis plus tard, les DU de micronutrition à Casablanca, puis en 2017, celui de la faculté de pharmacie de Strasbourg, dirigé par le professeur Caroline Verlet, et ce dernier DU étant diffusé depuis l'année dernière aux Antilles. Alors, quelques grands principes de la micronutrition. Les connaissances du début des années 90 va élargir la vision de l'aliment, de sa composition strictement énergétique, calorique, autour d'une autre valeur qui est le modèle fonctionnel qui va faire entrevoir l'aliment comme une véritable poupée russe, en grande partie liée à la fois à sa composition nutritionnelle, micronutritionnelle, mais également fonctionnelle. Alors, à titre d'exemple, on vous a mis un certain nombre d'éléments qui appartiennent à tous nos aliments et pour lesquels vous voyez que certains minéraux, comme le zinc, vont servir de cofacteurs à des mécanismes enzymatiques très importants. On parle de l'immunité, on parle de mécanismes de l'insuline. Ces cofacteurs vont être indispensables pour faire fonctionner l'ensemble de nos métabolismes. Une autre fonction très importante, on l'a mis et on l'a illustré sous le rôle de pompier. On a dans notre alimentation des acides gras très différents, dont certains vont pouvoir être les promoteurs de molécules comme les prostaglandines qui vont mettre le feu à certaines cellules de l'immunité pour traiter, tuer les virus qu'il aura ingurgités. Eh bien, ces acides gras, c'est notamment l'acide arachidonique, eh bien, elles mettent le feu à certaines cellules, mais après, il va falloir éteindre ce feu. Et c'est le rôle des oméga-3. Les oméga-3 qui vont, pour certains, le cas, éteindre le feu, tout de suite, éteindre l'incendie, mais le DHA qui va résoudre et terminer l'inflammation. Or, le DHA est un élément dans les oméga-3 extrêmement important. Et puis, vous voyez un autre rôle sur la droite où vous avez certains que nous mangeons tous les jours et qui vont avoir le rôle de précurseurs de neurotransmetteurs et qui vont agir sur les émotions, sur les pensées, sur le comportement et sur l'humeur et bien sûr sur le sommeil. Donc vous voyez que chaque aliment, il est porteur non seulement de calories, non seulement, comme on le voit très souvent, surtout lorsqu'ils sont d'origine industrielle, avec des éléments qui peuvent jouer un rôle pathogène, mais également, c'est une myriade de molécules miracles. Et on a parlé de certaines d'entre elles, mais on pourrait parler également des polyphénols, ces milliers de molécules qui vont jouer le rôle, pour certains, d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, de modulateurs de l'insuline, et même qui vont pouvoir moduler tous ces mécanismes épigénétiques qui font que
notre génome peut s'exprimer de manière plus ou moins favorable. On parle par exemple à certaines fontaines de jouvence, comme le resveratrol, comme la quercétine, comme la curcumine, qui sont des éléments extrêmement précieux. Eh bien, quand nous mangeons, quand nous constituons notre assiette, nous mangeons de tout cela. Donc pour nous, ça, c'est quelque chose de très important, puisque aujourd'hui, et par l'évolution des différents concepts, on s'est rendu compte que notre alimentation va influer quotidiennement sur 5 grandes fonctions d'adaptation dont l'interface digestive, vous le voyez au milieu, l'interface digestive est totalement connectée directement avec notre cerveau, avec notre fonction cardio-métabolique, et en même temps, il va être soutenu par des petites mains qui vont assurer la protection cellulaire et la communication cellulaire. Alors, les perturbations d'une de ces fonctions ou de plusieurs de ces fonctions, liées à quoi? À une alimentation inadaptée aux besoins de l'individu, va retentir sur ce qu'on appelle l'iceberg de la santé. Alors cet iceberg, quand vous le voyez, il est constitué en haut de la partie énergétique, de la partie émergée en blanc, que sont ce qu'on peut dire les pathologies, les maladies, qui en général vont survenir après des années d'évolution. Et puis toute cette partie immergée, beaucoup plus mystérieuse, parfois sournoise, que l'on appelle les états intermédiaires de santé. Alors ces états particuliers font l'objet de plaintes multiples par les patients, surtout lorsqu'elles sont chroniques. Ça peut être de la fatigue, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être également une vulnérabilité aux infections et aux allergies. Ça peut être des douleurs ostéo-articulaires, musculaires, des troubles cutanés, des troubles fanéaires. Tout ça, ça en fait partie. Ce sont des expressions bruyantes qui font le lit de tout ce qu'on appelle les pathologies fonctionnelles. Ils sont le plus souvent traités médicalement par des médicaments antisymptomatiques ou alors considérés comme des somatisations témoins d'un stress mal géré. Ces états sont parfois plus sournois et n'ont aucune manifestation clinique. On ne sent rien, on les appelle souvent les tueurs silencieux. Ce sont l'inflammation de bas grade, le stress oxydant, l'ostéopénie avant l'ostéoporose, la sarcopénie, vous savez, cette perte de masse musculaire, qui est l'un des enjeux du vieillissement réussi. L'insulinorésistance en font partie. Eh bien, à bas bruit, ils vont participer à l'éclosion d'une maladie, mais bien des années plus tard, et font le lit d'une longévité. Il peut être évalué aujourd'hui. Et nous avons pu, avec une réflexion progressive et une collection de tous les symptômes liés à des inadaptations de l'alimentation, nous avons pu élaborer un certain nombre de questionnaires fonctionnels. Ces questionnaires vont corriger les perturbations bruyantes en relation avec l'insatisfaction de chacune des 5 fonctions d'adaptation. C'est par exemple ce fameux questionnaire de médecine de santé, ou QMS. Et puis on a élaboré un QAF qui, lui, va mettre en parallèle les habitudes alimentaires favorables, moins favorables ou défavorables à la satisfaction de chacune de ces fonctions. Un questionnaire plus spécifiquement dédié aux officinaux est aujourd'hui à la disposition des pharmaciens qui vont souhaiter développer des entretiens de micronutrition. Ce questionnaire s'appelle le questionnaire Exalis. Deuxième outil à la disposition des médecins souhaitant pratiquer des consultations de biologie et micronutrition, eh bien, ce sont les marqueurs de la biologie fonctionnelle et nutritionnelle qui permettent de préciser et de confirmer les hypothèses issues des questionnaires et qui vont explorer 4 niveaux de connaissance des patients avec des marqueurs qui vont renseigner sur les statuts nutritionnels, sur les statuts micronutritionnels, sur les statuts fonctionnels et aussi un certain nombre de marqueurs qui renseignent sur des perturbations très complexes, des perturbations qui sont systémiques. Alors, à l'issue de l'exploration fonctionnelle par les questionnaires, et si besoin, aidé par les marqueurs biologiques utiles, le conseil en micronutrition va passer par l'ajustement alimentaire selon les perturbations observées. Centré autour d'un choix alimentaire qui intègre le modèle méditerranéen d'inspiration crétoise, il va être affiné
en fonction de ce qu'on appelle le profil fonctionnel. Ce sera par exemple un modèle d'épargne digestive pour toutes les problématiques intestinales. Ça va être une chronoalimentation pour les dysfonctions des neurotransmetteurs. Ou encore un modèle de régulation métabolique, que ça appelle le jeûne séquentiel, pour les terrains insulino-résistants. À partir d'ingrédients d'origine alimentaire ou à base de plantes. La modulation également du microbiote intestinal et ou des autres microbiotes, en fonction de chacun, qui va être proposée en cas de problème, en lien avec une perturbation de l'écosystème intestinal, avec des solutions qui peuvent être prébiotiques, des solutions qui peuvent être probiotiques, et plus récemment, avec des solutions qui vont être postbiotiques. Enfin, la consultation de micronutrition ou l'entretien de micronutrition sera complété par l'ajustement, si besoin, des autres habitudes de vie, et plus particulièrement, bien sûr, l'activité physique et la gestion du stress et la gestion du sommeil. Alors, ces principes permettent à la micronutrition de participer à une vision moderne de médecine qu'on appelle la médecine des 4 P, telle que l'a définie le professeur Elias Zerhouni en janvier 2011 dans sa leçon au Collège de France. Cette médecine utilisera tous les outils pour devenir prédictive, préventive, personnalisée et participative. On ajoutera volontiers un 5e P pour cette nouvelle médecine, pour qu'elle soit fondée sur les preuves, avec la mise en route de méthodologies d'évaluation qui vont être des méthodologies d'évaluation innovantes et pertinentes pour être utilisées dans un cadre de prévention individuelle des maladies de civilisation. La personnalisation de la médecine est devenue une nécessité depuis ces fameuses 3 révolutions biomédicales qu'on a vécues ces 20 dernières années, puisque en 2003, on a pu avoir le décodage du génome humain. On a pu confirmer le fait qu'on était tous différents, on était tous le fruit de polymorphisme génétique. Et si nous ne réagissons pas tous de la même manière devant un virus, que ce soit le Covid ou un autre, eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas identiques les uns les autres. Et puis, deuxième révolution, la compréhension plus fine de tous ces mécanismes épigénétiques qui permet de comprendre comment nos habitudes de vie influent sur l'expression de nos polymorphismes génétiques, justement. Et puis, le rôle essentiel joué par nos microbiotes, acteurs permanents de notre bonne santé et intervenants permanents de nos problèmes de santé chronique. Alors, regardons maintenant la deuxième partie en partageant avec vous ce que nous a appris cette épidémie du Covid-19. Alors, on a observé beaucoup de choses, hein, et on a dû en sélectionner quelques-uns, on en a sélectionné 7, qui nous sont apparus les plus importants pour notre pratique. La première info, et c'est plutôt une confirmation, puisque, vous le savez peut-être, on prête à Louis Pasteur d'avoir prononcé sur son lit de mort « Antoine Béchamp avait raison, le microbiote n'est rien, le terrain est tout ». Ces 2 personnages, en fait, s'étaient, semble-t-il, durement affrontés sur le sujet, et nous avons pu constater que ce débat entre Pasteur et Antoine Béchamp, il est encore d'actualité. Vous avez vu, comme moi, ces dernières semaines, défiler sur les plateaux de télévision des épidémiologistes. On a vu également des infectiologues. On a vu des virologues. Étonnamment, peu d'immunologistes. Pourtant, les éminents immunologistes, et on fait référence à un des plus grands qui s'appelle Jean-François Bach, il nous alertait sur la coïncidence remarquable de la relation inverse entre la baisse entre 1950 et 2000 des maladies infectieuses et de l'augmentation pendant la même période des maladies auto-immunes et des maladies allergiques. C'est pourtant ce constat
qui a nourri depuis ces dernières années la théorie hygiéniste qui considère que l'hygiène en excès est susceptible de déséquilibrer nos écosystèmes, nos moyens de défense naturelle et en particulier nos microbiotes. La deuxième observation qui suit la première nous amène à constater que la révolution des microbiotes, qui fut la star des médias ces dernières années, a disparu des radars. La modulation de nos microbiotes pour nous aider à faire face devant le virus ennemi, ça sera pour plus tard. Le deuxième oubli, devant cette épidémie, où le responsable semble clairement désigné, ce sont toutes les épidémies silencieuses que l'on soigne tout au long de l'année et qui sont à l'origine de toutes les maladies de civilisation. C'est le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives et j'en passe. Pourtant, à l'heure des comptes et sans cynisme exagéré, il est probable que la mortalité de toutes ces maladies et ces épidémies silencieuses sera d'une toute autre dimension que cette épidémie du Covid. D'ailleurs, le lien entre la vulnérabilité à développer une complication de l'infection au Covid a rarement été fait avec tous ces facteurs de risque, si ce n'est, on a parlé du grand âge, de l'obésité sévère, des maladies inflammatoires chroniques. Le troisième constat est bien le fossé entre ce que nous pouvons appeler la médecine académique et la médecine pragmatique. Chaque soir, prostrés devant le poste de télévision, beaucoup ont dû regarder et écouter avec stupéfaction le directeur général de la santé, de 19h, nous dresser chaque soir en détail le bilan mortifère dans le monde et en France. On l'appelait Monsieur Stress de 19h. Et puis, suivre de temps en temps le Monsieur Destress du 20h, nous expliquer qu'il était inutile de s'alarmer et qu'il avait, lui, la solution pour éviter que ça ne tourne mal pour les personnes infectées. Alors évidemment, qu'en penser? Plus que probablement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura des comptes à faire, il y aura peut-être des comptes à régler. Et sur ce débat, on a retenu plusieurs choses. D'abord, les Français ils ont été les témoins de querelles méthodologiques entre experts, en se familiarisant des termes nouveaux pour eux. La randomisation, le double aveugle. Je ne suis pas sûr qu'ils aient compris grand-chose aux querelles méthodologiques. Les Français ont également été témoins des avis opposés des experts officiels et officieux, notamment avec des procès en illégitimité scientifique des uns et des autres, en éprouvant de grandes difficultés pour répondre à la seule question qui se posait et qui s'est posée pendant des semaines, et on va dire qui se pose encore. Faut-il donner l'autorisation aux médecins de prescrire à leurs patients Covid le protocole que le professeur Raoult, dans le seul but d'éviter la survenue de la seconde phase de l'évolution du virus? Cette autorisation n'a pas été donnée avec des arguments qui nous paraissent peu convaincants. Devant toutes ces contradictions, un simple dessin pour régler ce problème illustre la simplicité de la situation et de la définition, en tout cas de notre point de vue. Était-il licite d'interdire aux médecins d'exercer le métier qui est le leur, c'est-à-dire soigner leurs patients en s'appuyant sur leur intime conviction? C'est ce qu'ils font tous les jours. Alors nous en saurons plus dans quelques semaines, certainement au moment des comptes. La quatrième chose qui nous a interpellés, c'est la problématique de la tolérance psychologique à l'épidémie et au confinement. C'est bien connu. Le coronavirus, on en a parlé beaucoup, mais on ne le voit pas. Le coronavirus réveille des peurs archaïques, des angoisses. Alors on a l'habitude d'utiliser cette image raccourcie qui nous dit que le stress, ce qui nous stresse, c'est du ciné. C'est une situation que l'on ne contrôle pas parce que c'est imprévisible. I, c'est parce que c'est imprévisible. N, c'est parce que c'est nouveau. Et E, c'est quand notre ego est menacé. Alors, il est évident que la survenue d'une pandémie venue d'ailleurs a tous les atouts pour nous stresser et à mettre notre capacité de prise de recul en difficulté. Là-dessus, le confinement, suivant les conditions dans lesquelles il s'opère, ajoute d'autres contraintes
qui sont certainement très difficiles à supporter pour certains. Alors, il y a des enquêtes très intéressantes qui ont pu mettre en évidence des signes de détresse psychologique, c'est plus de 20% de la population. Il y a notamment un suivi qui se fait avec une enquête qu'on appelle l'enquête Cocconel, qui suit la gravité perçue par la population et conjointement entre la gravité perçue et le niveau d'inquiétude. Il se trouve que malgré une gravité perçue au-dessus des dernières épidémies, le niveau d'inquiétude de la population est curieusement, d'après cette enquête, resté plus bas. Le côté positif, c'est probablement le développement des approches diverses de gestion du stress, avec notamment des applications numériques. Et puis, on a pu remarquer que le premier du top 8, c'était Petit Bambou. Un autre point positif, ça a été l'occasion pour beaucoup d'apprivoiser les techniques pour s'adapter au télétravail, au travail à distance. Et pour nous, bien sûr, de devenir des champions du monde des Zoom réunions, des Zoom webinaires, sans parler des Zoom apéros, pour prendre les nouvelles des amis et de la famille. Eh bien, ces habitudes prises, et notamment pour beaucoup l'occasion de s'initier à des techniques de gestion du stress, nous paraissent pour l'avenir extrêmement salutaires. En cinquième, maintenant, l'intérêt porté au surrisque représenté par l'obésité sévère. Ça nous a particulièrement interpellés parce que dans leur ensemble, les études montrent une proportion plus grande d'obésité, et surtout d'obésité sévère, chez les patients hospitalisés, et encore plus pour ceux qui passent en réanimation. L'étude du CHU de Lille montre 7 fois plus de patients qui ont été ventilés dans la population des obésités sévères. Concernant les mortalités, toutes les études n'observent pas de différence significative. Ah, c'est très intéressant, parce que certains éléments nous éclairent. La vulnérabilité des obèses sévères, on le sait, tient au climat inflammatoire du tissu adipeux chez ces patients, illustré par la présence très fréquente d'une inflammation de bas grade que l'on peut doser dans le sang avec une CRP ultrasensible qui va être supérieure à 1 mg. Par contre, certains obèses peuvent avoir conservé une masse musculaire abondante et les rendre plus résistants à la réanimation, alors que d'autres sont déjà à un stade de perte de masse maigre, cette fameuse sarcopénie, facteur de risque majeur de dépendance et de mortalité, pour présenter le tableau le plus péjoratif, celui qu'on appelle le tableau d'obèse dénutri. Et dans certaines études, ils ont pu remarquer qu'il y avait 2 catégories d'obésité sévère, ceux qui conservaient la masse maigre, et ceux qui ne l'avaient pas conservée. À rapprocher de ce constat cette étude très intéressante, pourquoi les gens prennent de la masse grasse, et cette étude a montré que l'activité physique va jouer un rôle très important. En 2018, cette étude a permis de montrer l'effet d'une diminution importante de l'activité physique, puisque les patients dans ce travail étaient passés pendant 14 jours d'une activité moyenne de 10 000 pas à 1 500 pas. Eh bien, dans cette étude, les observations ont montré une augmentation de 7% en 14 jours du tissu adipeux profond, associée à des signes biologiques d'insulinorésistance musculaire et de dyslipidémie. Ça veut dire que ça va très très vite et que certainement, il faudra faire attention à nos patients qui ont été en confinement. Parfois, ils ont peut-être plus mangé, mais surtout, il faudra regarder ceux qui n'ont pas pu faire l'activité physique nécessaire. D'où ce 6e constat, l'importance des repères d'activité physique et de sédentarité en situation de confinement. Elles ont été faites en fonction des classes d'âge, que ce soit pour des exercices de renforcement musculaire, des exercices d'endurance, des exercices d'équilibre, des exercices de souplesse, avec des repères assez clairs pour l'activité physique ainsi que pour la sédentarité. L'intérêt également, c'est que de nombreuses aides se sont fait jour, avec notamment, on l'a vu, sur des chaînes publiques, des séances chaque matin d'activité physique pour que les gens puissent rester en forme, ou bien par des applications comme celle qui est diffusée par l'IEDM, ou un programme de 8 exercices à réaliser en 8 minutes
qui a été tiré de notre ouvrage qui s'appelle Maigrir intelligent et si tu venais de l'intestin, notre deuxième cerveau, que nous avons coécrit avec le docteur Laurence Benedetti. Enfin, septième chose que nous apprend le Covid, le microbiote a peut-être des choses à nous dire dans cette épidémie. Alors, après la saga du Prévotéla, promu pendant quelques jours, première victime du virus et responsable de l'orage cytokinique, piste encore très hasardeuse, nous n'avons pas trouvé le responsable, en l'occurrence la bactérie qui nous cause tous ces malheurs. Pourtant, cette hypothèse nous nourrissait déjà le fantasme du bouc émissaire, qui, une fois découvert, permettrait de soigner la population avec le vaccin adéquat, le médicament adéquat. Et pour la Prévotéla, déjà, certains préconisaient la piste du probiotique qui allait attaquer la Prévotéla. Alors, plus sérieux aujourd'hui, c'est la piste de la dysbiose, puisque aujourd'hui, cette dysbiose, qui est déjà en cause dans la plupart des dysfonctions et des pathologies chroniques, selon le professeur Harry Sokol, pourrait favoriser l'apparition de l'orage cytokinique à l'origine de nombreux décès de patients. Au contraire, précise-t-il, c'est la variété du microbiote intestinal qui aiderait à modifier la réaction inflammatoire de l'organisme et la modulation du microbiote intestinal va rester une priorité comme dans toutes les autres causes de dysbiose. Déjà, certaines études ont démarré pour, chez les patients qui ont été atteints de Covid, en fonction de l'évolution de cette pathologie, comment se sont comportés les microbiotes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la diversité du microbiote et la dangerosité de ce virus? Encore un avis à méditer. Un avis à méditer, c'est l'avis de l'ANSES. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être vu passer. L'avis de l'ANSES a émis un certain nombre de recommandations concernant des compléments alimentaires qui comportaient certaines plantes. Alors évidemment, le traitement médiatique, c'est toujours un petit peu curieux, mais ça a été traité de la manière suivante. L'ANSES met en garde contre la consommation de compléments alimentaires pouvant perturber la réponse immunitaire. Quand on a analysé cet avis, en fait, les choses ne sont pas si simples. On a pu remarquer que cet avis sur les ingrédients contenus dans certains compléments alimentaires à base de plantes ont, d'après eux et d'après un travail extrêmement pointu, montré des effets anti-inflammatoires, des effets immunomodulants. Intéressant. Or, la prise des anti-inflammatoires, et en particulier l'ibuprofène et le kétoprophène, chez des patients atteints de Covid ou suspects de l'être, a amené un certain nombre de signalisations d'événements indésirables, graves, qui ont été donc signalés. Et l'ANSES, par analogie, a considéré que des compléments à base de plantes, réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires, réputés pour leurs propriétés immunomodulantes, peuvent être consommés en automédication et par méconnaissance du consommateur, ce qui va les exposer à des complications infectieuses. Évidemment, nous ne sommes pas en désaccord avec le fait qu'un certain nombre de plantes et même des compléments alimentaires devraient être plus souvent conseillés que pris en automédication. Ce qui est étonnant, c'est que l'ANSES a qualifié ces plantes d'anti-inflammatoires végétaux, d'immunomodulants végétaux, leur conférant donc les mêmes risques, mais ouvre une discussion ultérieure sur la qualification de leurs propriétés potentiellement bénéfiques. Donc, c'était intéressant de voir comment ces choses-là ont été traitées au niveau officiel et aussi ce que l'on peut en dire. Alors, les quelques conseils que l'on peut donner aux patients en déconfinement, puisqu'on a vu beaucoup de choses passer. En déconfinement, il va devenir urgent de se protéger et d'optimiser ses ressources. C'était vrai, bien sûr, avant toute épidémie, mais là, ça devient, puisqu'on va être déconfiné, et là, il est important, si on a envie de reprendre ses activités, de ne pas attraper si on ne l'a pas attrapé. Or, il semblerait que beaucoup d'entre nous ne l'aient pas attrapé. La première chose passe par l'adoption d'un mode de vie favorable.
l'occasion, si ce n'est pas le cas, de familiariser les patients avec le mode d'inspiration crétoise sur toutes les sources de polyphénols, ces fameux régulateurs naturels de l'inflammation, de l'oxydation, de la détoxication, dotés des propriétés prébiotiques qui sont remarquables et très intéressantes dans le cas, dans le cas de la prévention virale. Deuxièmement, assurer également ces apports en oméga 3. Les huiles, bien sûr, les huiles d'assaisonnement pour les précurseurs. Ça va être le choix porté sur les mélanges colza olive ou colza noix, l'utilisation de l'huile de cameline. Et également la consommation des longues chaînes, le PA, le DHA, on en parlait tout à l'heure, avec les poissons gras, bien sûr, qui sont en même temps intéressants pour la vitamine D. Et pour ceux qui consomment volontiers les produits animaux, découvrir les produits issus de la filière bleu-blanc-cœur, puisque ces animaux nourris avec des précurseurs en oméga 3 vont bien sûr avoir une constitution beaucoup plus riche en oméga 3. Pour celles et ceux qui n'ont pas introduit l'activité physique quotidienne, le déplacement le matin pour ces activités pendant 30 à 45 minutes, c'est une excellente option. D'autant plus que cette activité, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, peut se mixer avec une initiation à des choses très simples pour la gestion du stress, comme la cohérence cardiaque. Pour ceux qui ne sont pas encore adeptes du yoga, de la méditation de pleine conscience, de la sophrologie, c'est très intéressant de commencer par des choses extrêmement simples. Et on recommande pour les débutants qui sont munis d'un iPhone d'aller chercher une application gratuite qui s'appelle Respire Relax et puis de s'initier quotidiennement à faire plusieurs fois 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est vraiment quelque chose de très simple pour commencer. Ensuite, optimiser par une complémentation. Alors, quel est le conseil que l'on peut donner sur le plan général tout en restant simple? Pour nous, améliorer les propriétés de notre microbiote, c'est quelque chose de très important. Sur le plan immunitaire, en optant pour une présentation probiotique qui a démontré ses propriétés dans cette activité avec ce qu'on appelle le profil de cytokine, de profil de type TH1. Ça veut dire que les souches probiotiques qui ont été choisies pour le complexe en question va avoir un effet intéressant pour la protection antivirale. À côté du probiotique, la star de l'immunité, c'est incontestablement la vitamine D. Alors cette vitamine D, on sait que maintenant, 80% de la population est en dessous des normes recommandées. Une première étude montre une particulière vulnérabilité au Covid-19 chez les patients les plus déficitaires en vitamine D. Donc, vitamine D, oui. Complémentation à titre systématique, au moins 1000 unités par jour jusqu'à 2000. Ça semble quelque chose de très raisonnable. Ensuite, est-ce qu'on peut conseiller un certain nombre de plantes à visée immunomodulante ou en prévention? Oui, pour nous. Ça va être des associations de type cyprès-échinacée chez l'adulte. Ça peut être également chez les plus de 65 ans un mélange entre le cyprès et l'astragale. Voilà des choses extrêmement simples et qui peuvent déjà, entre les habitudes de vie sur lesquelles il faut vraiment insister lourdement si ça n'est pas encore fait, et puis une complémentation de principe qui peut être très simple et tout à fait favorable. Nous allons regarder la troisième partie qui est le plaidoyer pour une approche de soins personnalisée. Alors, aujourd'hui, le projet de médecine personnalisée s'inscrit, on le disait, dans un concept de la médecine des 4 P qui, pour la médecine officielle, se conçoit aisément avec des outils de l'intelligence artificielle. Cela suppose que nous ayons facilement accès aux données du génome, de l'épigénome, du microbiome intestinal et éventuellement des autres microbiotes. L'accès au génome et au microbiome est tout à fait concevable en réglant surtout des problèmes de réglementation. Mais en ce qui concerne l'épigénome, il va falloir recueillir des datas concernant l'ensemble des habitudes de vie, des expositions polluantes, des perturbations de santé, en particulier syndromiques. C'est un travail colossal qui va être à réaliser.
Pourtant, l'attitude pragmatique nous amène, dans notre pratique de la micronutrition, devant chaque patient, à privilégier les marqueurs du métabolome, qui concernent l'état métabolique de l'individu lui-même. C'est le cas notamment pour l'exploration d'une dysbiose, pour lequel l'étude génomique nous prédit statistiquement un risque pour la santé, alors que des marqueurs métabolomiques comme l'exploration des acides gras chaîne courte nous renseignent sur la façon dont le patient métabolise les aliments prébiotiques de son assiette grâce à l'abondance et à la diversité de son microbiote. Et parmi les acides gras à chaîne courte, le niveau du butyrate nous intéresse plus particulièrement parce qu'il fait partie de ces carrefours métaboliques qui sont de véritables nœuds métaboliques qui sont extrêmement influents sur notre santé. Lorsque nous remplissons de manière généreuse notre assiette en aliments prébiotiques, nous disposons d'un microbiote suffisamment riche et diversifié qui, par la digestion de certains de ces prébiotiques, va fabriquer ces acides gras à chaîne courte de manière équilibrée, et en particulier ce butyrate. Le butyrate, par ses actions propres et par son action sur les cellules endocrines de l'intestin, il va être capable de moduler dans un sens favorable la perméabilité intestinale, l'assimilation des minéraux, l'immunité et l'équilibre métabolique en jouant à la fois sur la satiété et sur la lipolyse. C'est pour cela qu'il fait partie des carrefours métaboliques essentiels qu'on a l'habitude de surveiller. Alors, ce n'est pas le seul que nous surveillons. Et en relation avec les fonctions fortement impactées par l'alimentation, nous allons à la recherche des nœuds métaboliques suivants. Les situations de dysbiose associées à une inflammation digestive et une hyperperméabilité intestinale constituent un nœud métabolique à dépister dans de nombreuses situations. Un stress mal géré. Un stress mal géré avec son corollaire, l'hypercortisolisme, va être un nœud également à rechercher. L'insulinorésistance, en particulier dans les troubles métaboliques et les résistances à l'amaigrissement. L'inflammation d'agrade, avec ses répercussions sur le stress oxydatif, les difficultés d'intoxication. Et puis l'insatisfaction des besoins d'acides gras. Évidemment, on va avoir le corollaire de ce fameux équilibre ou déséquilibre de la balance oméga 6, oméga 3. En utilisant les questionnaires, les outils fonctionnels, on va repérer, et ça du premier coup d'œil, des associations remarquables que l'on retrouve très fréquemment dans les symptomatologies suivantes. Vous voyez par exemple la recherche des déséquilibres des acides gras, recherche d'un stress mal géré, d'un hypercortisolisme, dans les problèmes de fatigue, de stress, de sommeil, en particulier chez la femme. On va rechercher des problèmes d'insuline, de perméabilité intestinale, dans les problèmes de surpoids, de syndrome métabolique chez l'homme, surtout lorsqu'ils sont rebelles. On va rechercher également des douleurs chez les patients qui présentent des douleurs ostéo-articulaires, des douleurs musculaires traînantes, des infections à répétition, une inflammation de bas grade ou une insatisfaction des besoins en acides gras polyinsaturés. Devant chacun des patients, l'approche sera extrêmement classique. Devant chaque patient, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un diagnostic différentiel qui va précéder l'exploration fonctionnelle et nutritionnelle. C'est-à-dire qu'un état pathologique, une lésion organique, doit être mis en évidence en utilisant la biologie conventionnelle et éventuellement des examens complémentaires utiles. Et puis, à la suite de cette étape indispensable, on analyse des questionnaires fonctionnels qui vont nous permettre déjà d'envisager un certain nombre d'hypothèses que l'on pourra confirmer ou infirmer en sélectionnant le marqueur ou les marqueurs biologiques qui vont être considérés comme les plus pertinents. Cette approche fonctionnelle qui va compléter la consultation conventionnelle est particulièrement adaptée à certaines situations complexes et en particulier les états douloureux comme la fibromyalgie, les situations de résistance à l'amaigrissement, les troubles digestifs chroniques, à l'évolution capricieuse, on pense au SIBO notamment, les troubles anxio-dépressifs résistants ou le syndrome de fatigue chronique qu'on appelle syndrome d'intolérance à l'effort. Aujourd'hui,
quand on regarde un petit peu ces patients, ben, nos questionnaires nous montrent qu'il y a le feu partout. Qu'il y a le feu partout. Et si on regarde l'exemple d'une patiente qui est une jeune femme, 35 ans, qui existe la profession de rédactrice en chef dans une revue importante et qui a été ces dernières années traitée pour un syndrome dépressif sévère, une maladie de base d'eau. Eh bien, une fois que sa dépression est traitée, une fois que sa maladie de base d'eau est équilibrée, eh bien, malgré ce traitement conventionnel, elle souffre. Elle souffre de perturbations digestives, des perturbations douloureuses, des symptômes allergiques, sans que les investigations et le traitement conventionnel n'arrivent à la soulager. Quand on lui fait son premier questionnaire de médecine de santé, son QMS a un score fonctionnel qui est supérieur à 100. Pour ceux qui ne connaissent pas, la moyenne étant entre 25 et 50 chez les patients qui consultent, et toutes les fonctions chez elles vont être perturbées de manière significative. Alors chez cette patiente, comme chez la plupart de vos patients, l'approche en micronutrition nous ouvre à une médecine complémentaire. Elle va compléter l'approche centrée sur la maladie. Elle développe également une vision fonctionnelle et systémique. Pour le diagnostic complémentaire, en d'autres termes, c'est l'ensemble de l'iceberg qui va être envisagé. Et bien sûr, elle va associer des conseils concernant la médecine des modes de vie à des thérapeutiques non médicamenteuses validées selon les conseils qu'on a eus de la HAS dans un rendu qui a été fait en 2011 qui conseillait aux médecins la prescription de la modification des habitudes de vie. Alors, bien sûr, cela veut dire que ça va développer de nouvelles compétences et au-delà des compétences en alimentation santé, au-delà des compétences de la micronutrition. Ça sera intéressant de développer les connaissances de la biologie fonctionnelle et nutritionnelle et aussi de l'accompagnement de la remise en mouvement, de la gestion des émotions, de l'amélioration du sommeil. Tout ça, c'est des approches qui vont devenir la future consultation de ce qu'on peut appeler la médecine de santé, qui va accompagner l'ensemble de nos patients vers quoi? Vers une espérance de vie en bonne santé. Alors regardons l'espérance de vie en bonne santé, puisque en juin 2013, un certain nombre de journaux se faisaient l'écho de cette forte inquiétude sur cette espérance de vie en bonne santé. C'est un terme qu'on ne connaissait pas bien à l'époque. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que finalement, on était un petit peu rassuré quand on voyait l'évolution de l'espérance de vie. On voyait que chez les femmes, ça avait augmenté entre 2008 et 2010 de 84,8 à 85,3. Ça avait augmenté également chez l'homme. Et pendant le même temps, l'espérance de vie en bonne santé avait diminué d'environ 1 an. L'espérance de vie en bonne santé était évaluée sur la présence ou l'absence d'incapacité ou de maladie. Depuis 2010, cette espérance de vie en bonne santé est évaluée maintenant régulièrement et on peut dire que depuis 2010, elle n'a pas évolué, elle n'a pas progressé. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a fait tellement de progrès au niveau médical, au niveau chirurgical, avec toutes les approches médicales modernes? Pourquoi cette espérance de vie en bonne santé n'a pas progressé? Les spécialistes se sont retranchés sur la recherche concernant les marqueurs du vieillissement. On a pendant longtemps essayé de traiter et de résoudre des problèmes en s'attaquant à chacune des maladies. Et en fait, les chercheurs ont démontré qu'un certain nombre de mécanismes se rejoignent dans beaucoup de maladies et que finalement, les marqueurs du vieillissement sont très, très importants dans l'évolution des maladies. Alors, dans ces marqueurs du vieillissement,
suivant un travail qui a été fait par une équipe espagnole qui s'appelle The Hallmarks of Aging. Ils étaient multiples. Il y avait des facteurs, on va dire, génétiques et épigénétiques. Il y avait des facteurs qui impliquaient la communication cellulaire, qui impliquaient le vieillissement des cellules, qui impliquaient la mitochondrie, cette fameuse centrale énergétique de la cellule. La possibilité de détruire les protéines qui sont trop usées. Et puis, dernier marqueur, qui est devenu un marqueur très important de l'état de santé du vieillissement, qui sont la situation du microbiote intestinal et des microbiotes en général. Eh bien, aujourd'hui, on sait que la longévité en mauvaise santé passe par le dépistage d'abord des états de fragilité après 65 ans et surtout de la vulnérabilité à devenir fragile. On a 3 catégories de patients après 65 ans. On a la moitié qui arrive en bonne santé, on a 30% qui sont fragiles et puis qui sont très fragiles, et puis on a 10%, 5 à 10% des gens qui arrivent à la dépendance. Donc, dans les 30% des fragiles, on a quand même des pré-fragiles et 15% de fragiles, et c'est cela qu'il faut dépister. Cela, on peut les dépister. Alors, il y a des critères qui définissent la fragilité, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que cette fragilité se décompose en vulnérabilité et qu'il y a 3 éléments de vulnérabilité chez le sujet quand il augmente en âge. C'est la masse musculaire avec le risque de sarcopénie, le déclin cognitif et également le déclin immunitaire. Donc, souvenez-vous, on a parlé de Pauline qui avait toutes les fonctions perturbées avec ce score fonctionnel à 107. Elle a 35 ans, je le répète. Eh bien, elle a été prise en charge. On est allé chercher les marqueurs biologiques qui pouvaient expliquer sur le plan fonctionnel toutes ces perturbations. Et elle a été prise en charge sur le plan nutritionnel, sur le plan micronutritionnel. On a progressivement pu corriger les comportements alimentaires. On a pu corriger un certain nombre d'habitudes sur l'activité physique. Et au bout de quelques temps, le score évolue progressivement. Là, on peut dire que son score fonctionnel a diminué d'environ moitié, c'est-à-dire qu'il est passé de 107 à 57. Eh bien, on peut dire que fonctionnellement, c'est quelqu'un qui, à 35 ans, est en train d'évoluer de manière beaucoup plus favorable que si on avait laissé traîner avec une fonctionnalité à 100. Donc, pour nous, la prévention de la longévité réussie, ça commence très tôt, non pas à 60 ans, non pas à 50, non pas à 40, mais dès l'âge de 20 ans, dès que des personnes se plaignent de perturbations fonctionnelles chroniques, c'est intéressant d'aller commencer à corriger toutes ces fonctions. Alors, évidemment, comment se former? Et pour tous les professionnels de santé qui sont venus à ce webinaire pour connaître un petit peu mieux la micronutrition, on va parler de l'intérêt de se former à l'IEDM et pourquoi on travaille depuis un peu plus de 20 ans à la formation des professionnels de santé. Alors, on peut dire que l'IEDM a une double vocation. La première vocation, vous l'avez compris, c'est la formation des professionnels de santé, puisqu'à partir de 1997, on a commencé à élaborer des cycles de formation. Et à partir de 2001, nous avons été le partenaire privilégié des diplômes universitaires de micronutrition. La deuxième fonction et la deuxième vocation de l'IEDM, c'est la communication auprès du grand public, avec notamment ces échos de la micronutrition qui sont des petits bijoux de communication grand public où nous abordons un certain nombre de situations nutritionnelles, micronutritionnelles qui sont parfois complexes à expliquer et qui, par le biais de ces échos de la micronutrition, sont véhiculés de manière extrêmement simple. C'est également la communication auprès des médias et c'est également
la communication dans un certain nombre d'activités, de conférences grand public. L'IEDM, c'est aujourd'hui une référence de la formation en micronutrition, puisque je vous le disais, ça fait plus de 20 ans d'expérience. Ça fait une communication par le web qui est plus de 100 000 qui passent par le web régulièrement. 900 professionnels en moyenne, 900 professionnels de santé sont formés à la micronutrition chaque année. Et nous mesurons par des indices de satisfaction les différents enseignements et on arrive à 97% de satisfaction, que ce soit pour la formation en présentiel et la formation en ligne. Alors, il est évident que nous avons débuté dès 97 par une formation essentiellement présentielle et que ces dernières années, on a mis en place le développement des formations en ligne avec l'e-learning et que toute notre formation de modules, puisqu'on fait une première formation de base sur 6 modules d'une journée, sont disponibles maintenant en formation, puisque tout le cycle là est en ligne avec un cycle complet, avec les cas pratiques en fait, et chaque module d'une journée est maintenant disponible en ligne. Évidemment, on travaille beaucoup sur les outils et un certain nombre d'outils sont élaborés et communiqués par l'IEDM. Ça permet quoi? Ça permet l'aide à la consultation, bien sûr, l'aide au diagnostic, au dépistage personnalisé, et puis des fiches conseils hein, sur un certain nombre de situations où les patients ont besoin d'être informés de manière plus simplifiée, notamment sur le problème des polyphénols, sur le modèle alimentaire, sur la remise en mouvement, sur l'équilibre des acides gras. Donc, on a pu élaborer tous ces outils avec également, bien sûr, les échos de la micronutrition. Les formations complémentaires dans l'optique d'aboutir à une consultation de médecine de santé, une consultation beaucoup plus large, se font. Alors, il y a des formations thématiques spécialisées sur les éléments qui concernent la micronutrition, mais également des approches plus spécifiques et notamment des formations sur comment régler le conflit psychologique hein, quand il devient un conflit biologique. Donc, ça, ce sont des formations que nous proposons depuis l'année dernière. Et puis, des formations plus spécifiques sur des thématiques particulières comme le surpoids et la micronutrition, toutes les problématiques de résistance à l'amaigrissement. Et puis, la micronutrition du sportif, dont Denis Richaud est le spécialiste de l'IEDM sur cette question. Et puis, cette formation bénéficie d'une prise en charge, puisque c'est une formation qui est à la fois bénéficie du label d'Actalliance, du label Datadoc, il bénéficie du FIFPL. Donc, la plupart des professionnels de santé peuvent bénéficier, avec les formations de l'IEDM, de toutes les prises en charge nécessaires. Alors, on vous a mis les contacts utiles pour pouvoir avoir toutes les informations sur les outils de communication et sur les formations. Voilà quels sont ces éléments-là. Et de toute façon, vous pouvez noter, aller chercher sur le site de l'IEDM, vous aurez toutes ces informations qui seront proposées. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les autres questions que vous auriez potentiellement à notre adresse mail contact@iedm.asso.fr parce que malheureusement, nous ne pourrons pas répondre aujourd'hui à toutes vos questions. En tout cas, je vous remercie car vous avez été très, très nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Merci encore à Didier pour cette présentation d'1 heure. Et puis, je vous invite, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, de revisionner ce webinaire, soit sur le site internet, soit sur notre chaîne YouTube. On mettra ça dans la journée très prochainement. En tout cas, je souhaitais vous faire un grand merci pour votre participation, en tout cas ceux qui sont encore restés. Et puis portez-vous bien et que cette période soit aussi l'occasion
de repartir d'un bon pas en pensant que pour une meilleure santé, la prise en charge et l'adoption d'un modèle de santé qui vous convient, ça passe par vous et c'est peut-être l'occasion d'y réfléchir et de franchir le cap pour prendre ce fameux pouvoir sur sa propre santé. Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci Didier, merci à tous et prenez soin de vous. Au revoir, bonne journée.